Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de Nyota Télévision, dans votre émission Plateau du droit. En ce jour, je reçois Maître Christian Kalambay, qui est avocat près la Cour d'appel de Kinshasa, et c'est avec lui que nous allons étendre sur le sujet de ce jour, qui n'est autre que la succession en droit congolais. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour une première question, en fait, on aimerait savoir qu'est-ce qu'on entend par succession en droit congolais. Oui, merci pour la question. La succession est l'ensemble des biens que laisse une personne à sa mort, que ses héritiers et légataires vont recueillir. Alors ici, il faudrait faire la distinction entre héritiers et légataires. Héritiers, ce sont les membres de la famille qui sont énumérés par la loi, qui vont hériter. Par contre, légataires, ce sont des personnes étrangères à la famille qui peuvent hériter en fonction du testament. Donc, ce sont des personnes à qui on fait un legs, d'où le mot légataire. Et comment la loi organise, cette succession? Oui, la succession, la loi l'organise de deux manières. Il y a d'abord la succession ab intestate et la succession testamentaire. La succession testamentaire est celle dans laquelle on a prévu un testament. C'est-à-dire la personne, avant de mourir, avait laissé un testament. Par contre, la succession ab intestate, c'est celle qui se passe sans testament. C'est-à-dire le défunt est parti sans laisser le testament. Alors, pour ce mode de succession, oui, il faudrait distinguer deux cas. Il y a les successions, les héritages ne dépassant pas 100 000 zahir et les héritages dépassant 100 000 zahir. Alors, il faudrait ici dire que le zahir, si c'était à l'époque de l'élaboration du code de la famille, maintenant, nous sommes à l'époque des francs congolais. On doit faire l'actualisation, on recourt à la Banque centrale pour faire l'actualisation. Alors, les successions qui sont moins de 100 000 zahir, c'est-à-dire des petits héritages, là, la loi dit que ce genre de succession, c'est réservé exclusivement aux enfants. Par contre, les grands héritages, c'est-à-dire les successions de plus de 100 000 zahir, là, le législateur a prévu 4 catégories d'héritiers. Il y a d'abord la première catégorie qui est composée des enfants nés dans les mariages, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptés. Ces trois enfants-là ont 3/4 de l'ensemble des biens laissés. Et la deuxième catégorie est composée de 3 groupes. Il y a premièrement le conjoint survivant. Et ici, il faut préciser que le mot conjoint est un genre neutre. Le législateur n'a pas déterminé l'homme ou la femme. Et ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, toujours dans la deuxième catégorie, nous avons père et mère du défunt. Et puis, troisième groupe, nous avons frères et sœurs du défunt. Nous avons les frères consanguins, c'est-à-dire ceux qui ont le même père, mais des mères différentes. Et les frères et sœurs utérins, c'est-à-dire même mère, de pères différents. Et les frères et sœurs germains, ceux qui ont même père et même mère. C'est-à-dire c'est cette deuxième catégorie ont 1/4 de la succession. Et comme il y a 3 groupes, on divise les 1/4 par 3, ça donne 1/12. Ils ont 1/12 chaque groupe. Et le partage ici se fait de manière équitable, égale. Même aussi pour la première catégorie, le partage se fait aussi de manière égale, équitable. On ne tient pas compte de l'âge. Alors, les deux premières catégories, la première catégorie a 3/4, la deuxième catégorie a 1/4. En principe, on s'arrête là. Mais si les deux premières catégories ne sont pas là, alors intervient la troisième catégorie qui est composée de oncles et tantes maternelles du défunt. Et ils héritent au cas où les deux premières catégories sont absentes. Alors, si la troisième catégorie, c'est-à-dire les oncles et tantes, ne sont pas là, on fait appel à la quatrième catégorie qui est composée de tout parent ou allié, sous contrôle du tribunal de paix. Et ici aussi, il faudrait faire la différence entre parents et alliés. Parents, ce sont les membres de la famille du défunt qui sont liés par les liens de sang. Par contre, les alliés, c'est
Les alliés, ils sont liés au défunt par l'alliance, c'est par le mariage. En termes simples, on pourrait parler le membre de la belle famille. Okay. C'est-à-dire tous les membres de la belle famille sont des alliés. Alors, ceux-là, c'est-à-dire tous parents, tous alliés, interviennent que lorsqu'il n'y a pas des héritiers de la première catégorie, deuxième catégorie, ni la troisième. À ce moment-là, la dernière catégorie, c'est-à-dire tous parents ou alliés, peuvent intervenir. Et dans le cas où aucun héritier n'est trouvé, dans toutes les catégories, la première catégorie, deuxième, troisième, aucun héritier n'est trouvé. Quel est le sort maintenant des biens là, du défunt ou les biens du décousu? Oui, ça c'est la situation qu'on appelle la déshérence. Et dans ces cas, la loi dit que la succession est dévolue à l'État. Donc les biens appartiennent à l'État. C'est l'État qui hérite. En parlant maintenant des testaments, quelles sont les différentes formes en fait des testaments? Oui, la loi organise 3 formes de testaments. Il y a d'abord le testament authentique, celui qui est établi devant le notaire ou l'officier de l'état civil, c'est-à-dire le bourgmestre. Alors, c'est la meilleure forme de testament parce qu'il est établi devant une autorité publique, il est bien conservé. Bon, son unique inconvénient, c'est qu'il n'y a pas il y a risque que l'officier, s'il n'est pas honnête, de dévoiler les secrets. Mais c'est la meilleure forme parce qu'il est bien conservé par une autorité publique. La deuxième forme, c'est le testament holographe. C'est celui qui est écrit, daté, signé de la main du testataire. Alors, on peut l'écrire aussi par la machine, mais là, il faudrait sur chaque page noter qu'il est holographe et il faut qu'il soit signé et daté de la main du testataire. Alors, l'inconvénient de cette forme de testament, c'est qu'il y a un problème de conservation. N'importe qui, si on n'a pas bien gardé, on peut le voler, on peut le brûler, tout ça. Alors, la troisième forme, c'est le testament oral. L'oral, c'est le testament, c'est celui qui est établi, qui est fait verbalement par les testataires en présence d'au moins 2 témoins majeurs. Son inconvénient, c'est que il faut veiller à l'honnêteté de ces 2 témoins-là. Il y a risque qu'on puisse mentir ou changer la volonté du défunt. Mais la loi dit qu'il faut que ce testament soit fait en présence de 2 témoins majeurs. Parlez-nous un peu du sort des enfants nés hors mariage. Oui, les enfants nés hors mariage. La loi organise d'abord 2 catégories d'enfants. Les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage. Et la loi dit qu'aucune discrimination ne doit être faite entre ces 2 catégories d'enfants. Ces enfants-là, la loi estime qu'ils sont des innocents, ils n'ont pas demandé de venir au monde. Le législateur a déjà réprimé l'adultère, la bigamie pour des parents qui se méconduisent. Mais les enfants qui naissent par ces occasions-là sont des innocents, ils ne doivent pas être marginalisés. Alors, le législateur a établi une égalité entre toutes les catégories d'enfants. C'est ainsi que ces enfants peuvent hériter. Et la loi dit qu'ils peuvent hériter que s'ils ont été affiliés, c'est-à-dire reconnus par les décujus avant son décès. Donc, ces enfants-là, pour hériter, il faudrait que leur père puisse les reconnaître devant l'officier d'état civil. Mais vous allez me poser, si par exemple, de son vivant, le père n'a les a pas reconnus, par exemple. Il dit non, je ne reconnais pas ces enfants. Là, la balle revient aux enfants. C'est à eux maintenant, ils ont une possibilité dans la loi, ils peuvent exercer ce qu'on appelle l'action en recherche à paternité. Cette action en recherche à paternité, suivant l'article 632 du Code de la famille, cette action est exercée contre le père, s'il est vivant, bien entendu, et contre ses héritiers. C'est-à-dire les héritiers, c'est-à-dire en cas de succession, comme le cas qui nous concerne maintenant. Donc, l'enfant lui-même doit exercer cette action de recherche de paternité. S'il est mineur, c'est sa mère qui va exercer. Alors, si sa mère est empêchée ou n'est pas en mesure de le faire, c'est un membre de la famille de sa mère. Ou si la mère est introuvable, c'est le ministère public qui peut aider l'enfant à rechercher son père. Et là, par l'action en recherche à paternité, l'enfant sera reconnu et par là, il pourra hériter. Donc, pour tous ces enfants qui ne sont pas encore affiliés, je crois que c'est le moment pour eux. Oui, comme le père est vivant, il faudrait...
Parce qu'il faudrait signaler que la reconnaissance de l'enfant, c'est une obligation. Ce n'est pas une faveur qu'on fait à l'enfant. La loi impose aux parents l'obligation de reconnaître les enfants. Il y a même des sanctions qui sont prévues en cas de défaut. Et quels sont en fait les droits successoraux de la femme mariée et ceux de la femme non mariée? Bon, pour la femme qui n'est pas mariée, sa situation elle est un peu délicate parce que on ne peut hériter qu'en vertu du mariage. Si on est lié au défunt ou au décuriste par le lien de mariage. Alors, ces femmes-là, leur situation est un peu difficile. Ils ont quand même une petite solution. Si le défunt avait fait un testament, on peut, le testataire peut le placer dans la catégorie délégataire. Il peut leur léguer un bien. Mais tel que la loi a précisé, a établi les différentes catégories, en précisant que le conjoint survivant est héritier. Et ce conjoint survivant-là que la loi a prévu, on suppose que c'est un conjoint marié. Alors si on n'est pas marié, c'est difficile d'hériter. En revanche, la femme mariée a des droits. Et pour son cas, si son mari meurt, il faudrait d'abord, c'est que beaucoup de gens ignorent, suivant l'article 502 du Code de la famille, il faudrait d'abord liquider les régimes matrimoniaux. C'est-à-dire, s'ils étaient mariés au régime de communauté de biens, les biens seront divisés à moitié, 50%, 50%. S'ils étaient mariés au régime de communauté réduite aux acquets, parce que là, il y a deux catégories de biens. Il y a de biens propres et les biens communs. Pour les biens propres, la femme récupère ses biens propres. Pour les biens communs, ils partagent à 50%, 50%. Alors, pour le régime de séparation des biens, là, c'est facile, chacun récupère, parce que les biens sont séparés, chacun récupère ses biens. Alors, une fois qu'on a liquidé la succession, il reste, c'est-à-dire, on sépare le bien du mari, du défunt, et le bien de la femme. Alors, le bien du défunt qui reste là, après le partage du régime matrimonial, c'est ça qu'on appelle succession. La succession, ce n'est pas tout le bien quand une personne meurt qu'il laisse dans sa maison. Il faut d'abord partager le bien après la mort. Alors, lorsqu'on aura partagé le bien suivant le type de régime matrimonial tel que je viens de dire tantôt là, le bien qui revient au défunt là, c'est ça qu'on appelle succession. Alors, dans cette succession-là, les trois, comme nous avons dit, reviennent aux enfants. Et la femme aura, intervenant dans les un quart qui reste là, il partagera avec les deux autres groupes, c'est-à-dire les pères et les frères et sœurs, pères et mères et frères et sœurs du défunt. La femme aura un douzième dans les un quart. Elle aura un douzième dans les un quart qui reviennent aux héritiers de la deuxième catégorie dans laquelle elle fait partie. Ça, c'est deux. Troisièmement, la femme a aussi l'usufruit de la maison habitée par le conjoint. Alors là, c'est quand le défunt a laissé la maison. Oui, c'est-à-dire si dans la succession, il y a une maison, il y a une maison qui est restée, alors cette maison-là, la femme a un usufruit sur cette maison-là. Parlez-nous un peu de cet usufruit. Bon, l'usufruit, pour comprendre l'usufruit, il faudrait d'abord expliquer la propriété. C'est à partir de la propriété qu'on comprendra facilement l'usufruit. La propriété comprend trois attributs. Nous avons l'usus, le fructus et l'abusus. C'est-à-dire l'usus, c'est-à-dire le droit d'user le bien, de l'utiliser. Et le fructus, c'est-à-dire le fruit, c'est-à-dire le droit de bénéficier des fruits que ce bien-là peut produire. Et l'abusus, c'est le droit de disposer, de vendre, de donner ou même de détruire les biens. C'est ça la propriété. Il y a trois attributs. Mais l'usufruit, c'est la propriété moins l'abusus. Donc c'est un démembrement de la propriété. Donc celui qui a l'usufruit a deux attributs seulement. Il a l'usus, il peut utiliser le bien, il peut bénéficier des fruits. Alors pour la femme mariée, elle a le droit d'utiliser la maison, d'habiter la maison. Elle peut même mettre cette maison en location et elle peut bénéficier des fruits, des loyers de cette maison-là. Mais la loi dit, cet usufruit prend fin en cas de convol ou de méconduite du conjoint survivant, ou bien comme nous parlons de la femme. Alors, si la femme se remarie ou se méconduit dans la maison conjugale, dans cette maison-là,
elle perd automatiquement son droit de l'usufruit. Revenons un peu aux droits successoraux de la femme mariée et ceux de la femme non mariée. Donc, quand on parle de la femme non mariée, c'est celle qui habite avec un homme, mais qui n'a pas légalisé son mariage. Bon, la femme non mariée, il y a des hypothèses. Hein. On peut être célibataire, on vit avec quelqu'un, séparément comme ça, on est célibataire, on n'est pas marié. Comme aussi, on peut vivre avec quelqu'un en concubinage, ou on peut vivre, ou bien on est marié coutumièrement, mais on n'a pas enregistré le mariage devant l'officier d'état civil. Alors, il faudrait, c'est un conseil qu'on peut même, qu'on profite pour donner, il faudrait, pour toutes ces femmes-là, de régulariser leur situation, même si vous vivez ensemble pendant longtemps, mais au moment de partage le bien de votre mari, s'il meurt, il créera des problèmes. Il faudrait veiller à ce que le mariage soit enregistré devant le l'état civil. C'est une sécurité juridique. Et comment en fait sont partagés les biens de la femme mariée après son décès? Alors, la loi ne prévoit pas une particularité pour la femme mariée. La loi parle du défunt. Le défunt, c'est peut être un homme ou une femme. Alors, la situation d'une femme est la même que d'un homme. Et ça, il faut aussi préciser parce que beaucoup de gens croient que c'est toujours l'homme qui meurt. Et quand l'homme meurt, on partage le bien. Mais quand la femme meurt, on fait fi de ça. Le mari peut même se remarier, et il prend encore une autre femme et il fait des enfants avec cette femme-là. Au moment où l'homme meurt, nous avons maintenant des enfants, les enfants du premier mariage et du deuxième mariage. Ça crée maintenant des conflits pour le partage des biens. Or, normalement, selon la loi, quand une personne meurt, surtout quand il est marié, il faut, dans le premier temps, liquider le régime matrimonial. Mais on rencontre ces problèmes assez fréquemment. Oui, généralement, quand la femme meurt, on ne parle pas déjà dans la cité ou dans la pratique, on oublie cet aspect des choses-là. On croit que la situation, c'est que pour l'homme. Alors que quand la femme meurt, on doit aussi partager ses biens. Ses enfants doivent hériter, ils auront 3/4. Son conjoint, c'est-à-dire son mari, est aussi héritier de sa femme. Le père et mère de la femme, ses frères et sœurs peuvent aussi hériter. Donc, quand une femme meurt, on doit liquider, on peut parler aussi de la succession, on peut partager ses biens. Donc, il ne faut pas croire que c'est seulement pour l'homme qu'il faut partager les biens. Même pour une femme, quand il meurt, il faut partager ses biens. Là, il y a les 50% et puis... Oui, c'est la même règle, ce sont les mêmes règles que pour l'homme. C'est pour l'homme. Oui, mais qu'est-ce qu'il advient quand on rédige un testament et qu'on lègue tous les biens à une tierce personne sans pour autant penser aux enfants? Oui, ce cas peut arriver. J'ajouterais même le cas où le testataire attribue tout le bien à un seul enfant, négligeant les autres. Alors, par rapport à cette question-là, nous pouvons dire que ça, c'est beaucoup de gens aussi ignorent. Les testaments, c'est un acte volontaire, unilatéral, on est libre, mais on les fait en vertu de la loi. Il y a des dispositions impératives de la loi qu'on doit respecter. Les testaments, on ne le fait pas comme on l'entend. Ce n'est pas parce que c'est une dernière volonté que vous pouvez la donner comme vous voulez. Dernière volonté, bien sûr, mais conformément à la loi. Alors, celui qui rédige un testament et qui déborde, il viole les règles relatives à la richesse successorale, il attribue tous les biens à des tiers qui ne sont même pas de la famille. Celui-là a violé la loi. Ce testament-là, même si c'est la dernière volonté, on ne doit pas le prendre en considération. On doit pas prendre en considération. On doit faire le rapport. On doit rapporter tous les biens à la main pour permettre de nouveau le partage. Même si on fait... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il prend tous les biens, il le donne seulement à un seul enfant et il néglige les autres. L'enfant à qui on a attribué le bien, on doit faire la réduction par rapport à sa quote-part. Mais quelle est la raison d'être, quelle est la ratio legis de cette disposition-là, de cette mesure-là? Ici, le législateur était animé par deux soucis. Premièrement, le législateur veut protéger le bien de la famille contre les étrangers. Le bien de la famille doit profiter aux membres de la famille. Ça, c'est un. Deuxièmement, le législateur veut qu'il y ait équilibre, égalité entre les membres de la famille. Il faut éviter que certains enfants soient favorisés
par rapport à d'autres. Alors, quand il y a déséquilibre, inégalité entre les enfants, la loi prévoit la possibilité de faire la réduction. Ça, on le fait en cas de décès. Quand le père est vivant, s'il partage ses biens, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Mais de son vivant, lorsqu'on constate que dans la succession, il n'y a rien et qu'une grande partie des biens a été distribuée à des tiers ou bien une grande partie a été distribuée aux autres enfants, à ce moment-là, on doit faire les reports ou bien la réduction. Oui. Oui, mais cela ne va pas créer plus de problèmes par rapport à tous les enfants qui restent. Parce que, effectivement, c'était la dernière volonté du père, du défunt. Il dit non, mais moi, ma maison, je la dispose à tel. Et les autres, bon, je donne carrément de l'argent. Bon, on est libre de disposer comme on veut. Mais, comme je dis, il faut tenir compte de la réserve successorale. Si les dons qu'on fait, on les puise dans la quantité disponible, il n'y a pas de problème. Mais quand dans le bien de la quantité disponible dépasse même la réserve successorale, à ce moment-là, il y a un problème. Il faut réparer, il faut faire la réduction. Mais si on fait des dons, on peut faire un don plus que un enfant plus que les autres, mais ces dons-là ne perturbent pas la réserve successorale qui est de 3 quarts, il n'y a pas de problème. On peut, quand on fait un testament, on n'est pas obligé de faire un partage équitable. Il peut toujours avoir des équilibres. Mais il faudrait que ces partages-là ne violent pas la réserve successorale qui est de 3 quarts. Et si le surplus là que vous donnez aux autres enfants, vous l'épuisez dans la quantité disponible, il n'y a pas de problème. Et un conseil à tous les parents ainsi que à tous les enfants, surtout aux parents qui pensent rédiger un testament en faveur ou en défaveur de certains enfants. Bon, je pourrais dire que d'abord, nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes tous appelés à connaître la loi. Il ne faut pas attendre que l'événement malheureux arrive pour qu'on apprenne comment partager. Là, ça sera trop tard. Et alors, si on connaissait bien la loi, on éviterait de tomber victime d'un mauvais partage ou d'une injustice. De l'autre côté, si même on connaissait la loi, sachant bien qu'on n'est pas héritier ou bien on n'a pas de droits successoraux dans telle succession, on n'oserait pas aller perturber le partage. Alors, pour ceux qui rédigent les testaments, c'est bien de rédiger les testaments, mais comme nous avons dit, les testaments, vous devez veiller aux règles qui sont prévues par le code de la famille. Nous travaillons d'abord pour nos enfants, c'est tel les soucis des législateurs. Les législateurs veulent protéger les enfants. Les législateurs pensent que tout ce que nous faisons dans notre vie, tous les efforts que nous fournissons, c'est pour que nos enfants en bénéficient. Alors, lorsqu'on rédige un testament, il faut veiller à des règles. Bien sûr, ce sont vos biens, vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais la loi reste la loi. La loi vous contraint un peu à respecter certaines dispositions. Il faut veiller à la réserve successorale qui est de 3 quarts, que vous ne pouvez pas toucher. Et la quantité disponible, là, elle vous appartient. Vous pouvez faire des dons à n'importe qui, comme vous voulez. Mais il ne faut pas que la quantité disponible déborde pour menacer la succession, la réserve successorale. Merci beaucoup, maître. Voilà, je pense que vous avez été fortement édifié par cet apport de maître Christian Kalambay, comme je disais tout à l'heure, qui est avocat après la Cour d'appel de Kinshasa. Moi, je vous retrouve très bientôt sur ce. Restez branchés sur Nyota Télévision. Nyota Télévision,